pouvoir rencontrer des gens et bavarder avec eux, tout en jouant aux boules, éventuellement, ou en mangeant de la bouillabaisse. Enfin, ça, c'est très important. Bon, au moment de la bouillabaisse, je ne pense pas que l'intensité de la discussion mathématique soit non, très élevée. Mais ça met de l'huile dans les rouages. Oui. Ben, c'est comme le tennis de table, peut-être aussi. Le tennis de table, j'ai quand même je peux vous raconter une histoire de tennis de table, mais ce n'est pas innocent. J'étais dans un club de ping-pong, et puis je jouais une petite partie d'entraînement avec quelqu'un que je connaissais du club, et il me dit « Serre, il paraît que vous êtes mathématicien ?» Je dis « Oui. » Et comment on démontre qu'il y a une infinité de nombres premiers? Alors, tout en continuant à jouer, je lui dis « Mais voilà, c'est très facile. » Je lui ai expliqué la démonstration d'Euclide, et j'ai eu le temps de la faire avant de terminer la partie. Jean-Pierre Serre, quand êtes-vous tombé amoureux des mathématiques? Est-ce qu'il y a eu un déclic et qu'est-ce qui vous a amené à en faire votre métier? J'ai toujours aimé ça. Et j'ai un souvenir de jeunesse, mais je l'ai raconté déjà, que quand j'apprenais la table de multiplication, on en était à la multiplication par 8, et puis je me suis demandé tout seul celle par 9, et puis j'ai vu 2 fois 9, 18, 1 et 8, ça fait 9, 27, 2 et 7, ça fait 9. Ah! Je me suis dit, ah bon, il n'y a qu'à faire que la somme des chiffres soit égale à 9, c'était épatant, et j'ai été content. Donc ça c'est mon plus ancien souvenir. Puis après, j'ai toujours aimé. Au lycée, je regardais les bouquins de maths des classes précédant la mienne. Ma mère avait aussi des bouquins de maths qu'elle avait gardés, de licence, du début de licence, mais ils étaient sérieux, oulala. Limite, continuité, des coupures, des trucs comme ça. Je ne les regardais pas, je regardais que les jolies formules comme et puissance IX, oui. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais envie d'entrer à l'école normale pour faire des maths. Au début, on se figure que ce n'est pas un métier de faire des maths. Donc on pense qu'on sera professeur, quoi. Puis ensuite, on rentre à l'école normale et on s'aperçoit qu'il y a encore des articles qui sont écrits, qu'il y a des nouvelles choses. Et je pense que maintenant, les gens le savent un peu plus tôt. Mais moi, j'étais dans un lycée de province, je n'avais pas la moindre idée que les maths avançaient, par exemple, à 18 ans. Non. Il y avait ce qu'on appelait la géométrie moderne, mais elle datait de 1870-80. C'était tout. Très vite, j'ai bien aimé le côté des maths qui étaient vraies, quoi, des choses absolument vraies. Au cours de votre parcours, quelles ont été vos influences? Alors, au lycée, j'ai un très bon professeur de maths LM, parce qu'il était très très précis. Il était précis au point que quand il avait un dessin à faire au tableau de quelque chose, il prenait un compas avec de la craie, et il nous obligeait à écrire des formules quand il y avait une fraction, avec le trait sur la ligne. Tracé à la règle, sur la ligne. Ah si, c'était une très, très bonne éducation. Et il m'a préparé au concours général aussi, très gentiment, en me donnant un problème de concours général par semaine à faire. Et ensuite, on se réunissait tous les deux dans une petite pièce, et pendant 2 heures, je vais expliquer ma solution, lui-même l'avait fait. Et ça c'était un bon entraînement scolaire. Après, il y avait l'école normale, où pendant 2 ans, j'ai eu des professeurs qui étaient pas très bons. Ce qui était malheureusement un peu rassurant. On se disait qu'on était vraiment aussi bons qu'eux. À tort peut-être d'ailleurs. Mais ensuite, heureusement, il y a eu enfin un grand professeur, ça a été Cartan. Alors là, ça a été l'opposé, ça a été important, ça. Puis après, les influences, c'est plus subtil, les influences. Il y a eu l'influence de Bourbaki du groupe, celle de Borel, et puis l'influence plus distante, celle de Veil, d'André Veil, qui était mon idole, qui le restait d'ailleurs, tout simplement. Vraiment, c'est une façon tellement
original de faire des maths, d'aller aux endroits essentiels. On ne pouvait pas le prendre comme modèle réellement, c'était pas possible. Mais on pouvait s'en inspirer, c'est ce que j'ai. J'ai entendu une fois Weil expliquer comment il voyait sa façon de faire les maths. Il considérait que c'était un peu comme une espèce de guerre où il faut prendre des places fortes. Ensuite, une fois que les places fortes sont prises, ça, l'infanterie occupe ce qui est entre les différentes places fortes. Et lui ne s'occupait que des places fortes. Alors, les influences, ça peut être aussi de mathématiciens disparus, c'est-à-dire des influences dans les livres, les mathématiques que vous avez lus. Oui, alors effectivement, à certaines époques, des mathématiciens allemands en particulier. L'école allemande, il y a eu une magnifique école allemande, vous savez, en maths, en particulier dans les années 20-30, et c'était vraiment splendide ce qu'ils faisaient. Et Hitler l'a complètement démoli parce que la plupart sont partis ou se sont fait tuer. Mais c'était vraiment bien. Et ça m'a influencé. Pourriez-vous décrire votre premier instant Eureka ? Je crois que j'ai dit que ça m'était arrivé 2 fois dans ma vie à peu près. Et c'était sur un sujet qui était à la mode, mais que je n'avais pas vraiment essayé d'attaquer de front. Non, par accident, je me suis rendu compte que si certaines analogies fonctionnaient, il s'agit de l'espace de Lacé. J'avais besoin d'un espace ayant certaines propriétés. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est clarifié. Et je voyais que si j'avais ce machin-là, ça entraînait des tas de choses. Et dans le train qui m'a ramené de vacances, j'étais dans une couchette, j'ai vu que c'était juste l'espace des chemins, un petit truc très simple, mais qui n'avait jamais été regardé comme ça. Alors j'ai réveillé ma femme qui était en dessous, je lui ai dit ça y est. Et effectivement, 6 mois après, c'était rédigé, c'était publié aux Annales, j'avais soutenu ma thèse, en fait, et ça avait débouché. C'est un peu comme si j'avais ouvert un trou dans un grand machin et que l'eau sorte. Ça, c'est la théorie des groupes d'homotopie. Ah oui, vraiment, ça a été ça. Et c'était bloqué, entièrement bloqué jusque-là. Alors, mais je ne m'étais pas donné comme but initialement de faire ça. Ça a été presque accidentel. C'était une idée dont on ne sait pas bien quelles conséquences elle a. Et puis, il se trouvait qu'elle en avait beaucoup, quoi. Mais c'est pas en essayant si je m'étais dit au début, je veux calculer ces trucs-là, j'aurais abandonné, parce que des tas de gens avaient essayé et ils n'y arrivaient pas. Votre deuxième, alors, puisque vous dites qu'il y en avait 2 vraiment mémorables. Ma deuxième, c'était quand même un peu moins net, mais c'était sur Riemann-Rohr. Quand j'ai commencé à réfléchir à Riemann-Rohr, et j'avais vu que c'était une formule caractéristique de R point carré, qui n'était pas connue à l'époque, que c'était ça, Riemann-Rohr. Vous parlez de Riemann-Rohr, l'article qui sera avec Borel après ou pas? Non, bien avant, en 1953. Donc, j'ai publié uniquement le théorème de dualité à l'époque, mais mais j'ai écrit des lettres qui ont déclenché ça. Et là, c'était une démonstration là, que je cherchais. J'avais vu quel était le type de formule, et ça dépendait d'une certaine dimension 1, 2 et tout. Et dimension 1, le résultat a été connu depuis 100 ans, tout simplement, à peu près, un peu moins peut-être que 100 ans, plus 80 ans. Mais ça ne me servait à rien, parce que ce n'était pas la démonstration que je voulais. J'en cherchais une dans le style faisceau, vous voyez. Et alors là, je me souviens parfaitement, je me vois à ma table, ayant l'idée de comment le faire, et 2 minutes après, j'avais le cas n égale 2. Donc c'est ça mes 2 souvenirs d'explosion, mais la première était plus forte encore. Est-ce que vous pouvez expliquer le chemin justement vers la solution? S'il y a un contexte, le cheminement d'esprit, s'il y a des règles à observer? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une grande préparation, c'est-à-dire j'avais commencé par voir certaines choses, puis en les précisant un peu, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autre chose, mais je voyais pas comment le faire, et puis
brusquement. Alors la solution avait été préparée par le fait que je connaissais déjà l'espace de Lacé à cause du séminaire Cartan, mais quand même, ça c'était... Non, le cheminement, c'est vraiment un contact électrique qui s'est passé dans le crâne, quoi. Ça donne cette impression-là. Qu'on avait préparé, il y avait des tas de petits neurones qui s'amusaient à chercher quelque chose, et puis brusquement, il y en a qui ont fait ça. Et ça, c'est rare. Vous passez beaucoup de temps dans les bibliothèques. Quel est votre rapport aux livres ? Ouais, mon rapport avec les bibliothèques est un peu le même qu'avec les maths, c'est-à-dire c'est ma curiosité qui me fait regarder ça. Parce que je parcours les revues, il y en a forcément qui sont sur des thèmes qui me sont chers. La plupart du temps, c'est pas intéressant, en fait. C'est rare que je tombe sur quelque chose qui me fasse un petit peu sauter en l'air, quoi. Mais, vous voulez dire, dans les domaines que vous controlez, oui. La plupart des articles vous semblent inintéressants. Non, parce qu'il y a des domaines qui sont tout à fait loin. Non, pas du tout. Non, ça Collioure, vous avez employé le terme qui me semble inintéressant, pas du tout. Non, qui ne m'intéresse pas moi. Ça c'est très différent. Vous voulez dire à l'intérieur des domaines qui sont proches de vous. Oui. Bien sûr. Oui, il y a pas mal de choses. Sur les groupes finis, sur la géométrie algébrique, sur des trucs, il y a des tas de choses. Je regarde et je me dis, bon, c'est pas les fluides incompressibles, par exemple. C'est ça. Lors de votre dernière visite au CIRM, il y avait beaucoup de jeunes et qui étaient toujours en train de vous poser des questions et on vous voyait et vous traversiez les rayons de la bibliothèque avec eux. Donc, l'importance de la transmission, justement. Comment, même vous, lorsque vous étiez étudiant aussi, qui a joué ce rôle que vous jouez aujourd'hui ? Mais en fait, c'est une tradition chez les mathématiciens. Nous répondons aux questions des jeunes et des vieux aussi, j'espère. Nous aimons bien raconter nos histoires. Et moi, je suis toujours curieux. Si on me pose une question, je dis « Ah tiens, bon, ce machin-là est vrai? Ah, peut-être. Oui, est-ce que ça peut se démontrer comme ça? J'aime bien faire marcher mon crâne. Je ne sais pas comment vous voyez ça, vous. C'est aussi une pan. En fait, on est souvent très compétitif aussi. Ah non. Si. Moi, je ne fais pas ce sentiment-là. Non, mais quand vous écoutez un exposé, compétitif en ce sens que si vous écoutez un exposé et quelqu'un dit un énoncé de théorème, la première réaction, c'est de dire comment je pourrais le faire avant d'écouter la démonstration. Ah oui, mais ça c'est très bien, c'est pas de la compétition, ça. Non, c'est la compréhension, ça. Oui, la vraie forme de la compréhension, c'est en effet, vous lisez un théorème et vous trouvez vous-même comment ça se démontre. Mais ça, c'est quand même pas... vous pouvez faire ça dans ces sujets-là, moi je peux pas. Non, mais je peux voir si ça me fait sauter en l'air. Ou si ça me laisse froid. Ou quelquefois si ça m'exaspère, parce que c'est quelquefois le point de vue pris par le... Je suis souvent exaspéré pendant les exposés, sur la mauvaise façon dont l'orateur raconte ces choses. Bon. Vous avez enseigné au Collège de France pendant 38 ans ? Quelque chose comme ça, voilà. Oui. Dans la chaire d'algèbre et de géométrie. Parlez-nous de cette période. C'était un titre que j'avais choisi moi-même, d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on fait en pratique au collège. C'est le futur professeur qui propose à un présentateur un titre de chaire. On aurait... C'était Lichterowitz qui me présentait, je crois, et lui aurait aimé me présenter en topologie. Heureusement, j'avais compris que je ne continuerais pas à faire de la topologie. Et algèbre et géométrie me paraissait... Ça m'engageait à rien. Ça m'engageait à beaucoup quand même, mais c'était assez vaste. Oui. Donc parlez-nous un petit peu de cette longue période d'enseignement, de transmission. Ah ben ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que très rapidement, j'ai eu un très bon public. Ça, c'était très important, des habitués. Et puis, je crois que j'ai pris une assez bonne façon de faire ces cours, c'était en donnant des démonstrations presque complètes. Et non pas en survolant. Parce que vous voyez, dans un séminaire, là, les gens ne vous démontrent rien, en général, ils vous racontent. Non, au collège, je me mouillais les mains, et je faisais des lemmes, et je faisais Mais en faisant l'effort que ça soit contenu à chaque fois dans une séance.
Parce qu'il n'y a rien de pire que les cours où, d'après le LEM15 qu'on a vu à la séance d'avant, ça tue le public. Ah oui, mais attention. Alors, je ne risquais pas de faire d'après le LEM15, parce que comme je ne prends pas de notes avec moi quand je fais les cours, et donc je n'ai absolument pas numéroté d'élèves. Non, mais quand je dis ça, je veux dire, c'est quand on se réfère à quelque chose de très précis, très technique de la fois d'avant, c'est pas possible dans un exposé. Mais machin était rarement très technique. Je me débrouillais. Les gens... Non, mais le fait qu'on pouvait, si vous voulez, on pouvait, je suis témoin parce que je suis quand même allé souvent à des cours de serre, on pouvait ne pas aller pendant une séance et revenir à celle d'après, on était content de ce qu'on entendait. Il y a beaucoup de cours où si on a perdu pendant le fil pendant 2 séances, c'est fini, c'est plus la peine de retourner. C'était jamais le cas chez vous. Inversement, je me souviens d'un cours de veille, où j'ai manqué comme ça une semaine, c'est-à-dire 2 heures, et quand je suis revenu la semaine d'après, il en était exactement au même point, parce qu'il s'était planté. Lui non prenait pas de notes, n'avait pas de notes avec lui, il reconstituait tous ses calculs au tableau, et il s'était complètement mêlé les pinceaux en 2 heures durant. Ce qui fait... c'est bon, d'accord. Non, il m'est arrivé au collège, par exemple, 10 minutes avant le cours, de m'apercevoir qu'une démonstration que j'allais faire était fausse. Alors je crois que dans ces cas-là, ce que je faisais, c'est que j'énonçais le théorème et je disais, la démonstration, je la ferai la semaine prochaine. Mais je parlais pas tout à fait sans notes, j'avais des tas de petits papiers, mais je n'avais pas du tout quelque chose d'écrit, je ne savais pas dans quel ordre je ferais les énonces, et je décide au tableau, ça. Vous êtes beaucoup, dans ce cas, à présenter vos cours sans aucune note ? Très peu de gens font des exposés ici. Quelques petits nombre de personnes le font. Ça commence à se faire. Non, mais quelque chose dont je me souviens, sans citer des exemples précis, c'est que dans vos cours, il y avait toujours des moments où, même qui étaient des petites parties isolées, qu'il était plaisant d'écouter indépendamment du reste. Ah ben ça, et oui. ça, pour rattraper le public, c'était merveilleux. Ça. Alors ça, c'est ma théorie des grains de raisin. C'est comme ça que il y a une théorie comme ça, d'accord. J'ai une théorie comme ça pour les bouquins. Et ça vient d'une histoire d'André Gide. André Gide n'avait pas une grande admiration pour Romain Rolland. Mm-hmm. Et il disait que les livres de Romain Rolland étaient comme ces gros gâteaux alsaciens des Kugelhof, où de temps en temps, il y a un petit grain de raisin. Mm-hmm. Et je me débrouille pour que dans mes articles et dans mes cours et mes livres, il y ait toujours des grains de raisin. On va parler un petit peu du CIRM qui a été créé. Ah oui, j'aime beaucoup le CIRM, bien sûr. Alors, qui a été créé pour accueillir des groupes qui travaillent sur un même domaine. Quelle est l'importance, d'après vous, d'un lieu comme le CIRM, d'un lieu pour se réunir, travailler ensemble ? Et est-ce qu'un mathématicien peut, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, travailler seul, isolé ? Oui, travailler seul, oui, mais que le CIRM soit utile, oui aussi. Les deux sont... Alors, le CIRM, c'est pas compliqué. Dans le monde entier, je crois qu'il y a à peu près 3 endroits comme le CIRM. Surtout 2, Oberwolfach en Allemagne, et puis le CIRM ici. Et puis au Canada, il y a Banff, mais c'est quand même un petit peu différent parce que c'est pas uniquement des maths. Et sinon, il n'y a pas beaucoup d'endroits, et ça joue un très grand rôle, oui, ça. Mais en même temps, travailler seul est parfaitement possible, même avant l'informatique, et c'était possible. Moi, j'ai toujours travaillé seul, pratiquement. Je n'allais jamais dans un bureau. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Je travaille toujours chez moi, dans une pièce tranquille. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile d'être seul, puisque par Internet, si je suis seul, mais je veux consulter quelque chose, ou écrire, j'écris. Et par email, je reçois la réponse souvent en quelques heures. Donc, non, le travail isolé est très... Mais je ne suis pas sûr que Colliot soit du même avis que moi. Bon. Vous ne travaillez pas de façon isolée, si ? Ça m'arrive. Ça m'arrive quand même d'écrire des articles tout seul. Oui. Mais de temps en temps, je me dis, il faut que je montre que je suis capable d'écrire un article tout seul. Bon, je refais un, et puis après, je me remets à travailler. Non, j'aime beaucoup travailler avec quelqu'un parce que
j'ai toujours des doutes, et donc le fait d'avoir quelqu'un de critique, bien sûr, il faut quelqu'un de très critique en face, qu'on critique l'un l'autre, la rédaction. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a 3 personnes, ça commence à être douteux parce qu'on a tendance à faire confiance à quelqu'un, et là c'est mauvais. Il ne faut pas faire confiance. Il y a un des 3 qui ne fait rien, tout simplement. Mais à 2, il peut y avoir quand même une critique quand même féroce, et ça moi j'apprécie ça beaucoup. Oui, bon, je dirais que c'est rare la critique féroce. Même avec Borel, j'ai beaucoup collaboré avec Borel. Alors quand nous étions jeunes, on était sérieux, c'est-à-dire que l'un de nous faisait le premier jet de l'article entier, envoyait ça par la poste, bien sûr, des copies carbone, vous savez, on tapait sur des machines à écrire, et l'autre faisait un jeu complet, donc ça obligeait à... Mais au bout de quelques fois, on s'est dégonflé et on a pris la méthode plus banale où tu rédiges le paragraphe 3 et moi je rédige le paragraphe 4 et puis ça s'arrange. Et ça conduit à des bêtises, ça. Parce que chacun a confiance en l'autre et puis... Non, j'aime pas beaucoup la collaboration. 1953, plus jeune médaillé Fields, parlez-nous de ce beau moment. Ça a été en partie, mais pas uniquement, pour cet Eureka qui avait eu lieu en 1950, qui est l'article publié en 1951. Mais entre-temps, j'avais changé de sujet et j'avais fait aussi un article qui a ouvert les choses, mais qui ne correspond pas à Eureka. C'est presque le contraire. J'ai écrit un article fac. Tellement logique que quand je l'écrivais, j'avais l'impression qu'il était déjà écrit, que je n'avais qu'à copier. C'était une grande facilité d'écrire fac, c'était incroyable ça. Il n'y a eu presque pas d'imagination à mettre dedans. Il fallait avoir l'idée que c'était possible, et une fois qu'on a constaté que c'était possible, pouf, ce machin se déroulait comme ça. Et curieusement, ça a ouvert aussi toute une série de choses, et j'ai eu la médaille Fields pour l'ensemble des deux, quoi, pour le premier machin et pour le second. 2003, premier des prix Abel pour, je cite, votre rôle central dans l'élaboration de la forme moderne de nombreux domaines mathématiques, notamment la topologie, la géométrie algébrique et la théorie des nombres. Pour la topologie, c'était effectivement le Eureka dont j'ai parlé. La géométrie algébrique, c'était aussi à peu près la même chose. Donc c'était des choses de 50 ans. La théorie des nombres, je ne me suis jamais senti vraiment spécialiste de ça, mais j'aime beaucoup. Et j'en ai fait, mais sans faire de choses vraiment décisives dessus. Mais je pense que j'ai joué quand même, que j'ai eu une influence dessus par les questions que je me pose et les représentations éladiques, par exemple. Les courbes elliptiques. Oui, ça a été un domaine. Il y a un domaine très attachant, ce qu'on appelle les formes modulaires, et très attachant parce qu'on peut le prendre par différents biais. Et par exemple, il y a des tas de branches de maths où vous faites des conjectures, vous n'êtes pas très sûr. En théorie des formes modulaires, mon expérience est que chaque fois qu'on fait une conjecture, elle est vraie. Parce qu'il y a tellement de façons différentes de voir ces choses-là qu'il y en a bien une qui donne la chose en question. C'est vraiment un sujet béni. Et ça rentre dans l'intérieur de théorie des nombres. Alors pourquoi ils me l'ont donné en premier? J'en ai pensé que c'est parce que j'avais justement travaillé sur des sujets différents. Et que comme ça, le premier n'était pas donné à un spécialiste un peu étroit, quoi. C'était Je pourrais dire quand même que par rapport à justement des gens qui sont plus spécialistes, Serre, avec tous ces articles spécialisés extrêmement importants, a aussi, par ses livres, une influence extraordinaire. Donc ça, je peux imaginer que pour un comité comme ça, c'est le côté influence par le biais des livres, qui ne prétendent pas contenir forcément des choses originales, ça a joué aussi un très grand rôle. Aussi peut-être par les questions, parce que j'ai toujours posé énormément de questions. Je n'ai pas envie de me dégonfler quand je me demande si quelque chose est vrai, je le dis, même si je ne le sais pas, je dis j'ignore si. Je dis j'ignore si je n'ai pas d'opinion.
Et quelquefois, je dis je conjecture que. Là, je m'engage. J'en ai d'ailleurs fait qui sont fausses, d'ailleurs. Ça, en fait, il y a les deux. Bon. Mais j'en ai fait de vrais sur lesquels les gens travaillent encore. Par exemple, j'en ai fait qui datent des années 50 et qui ne sont pas résolus. Je crois pas que j'en ai de plus vieilles que ça. Oui, j'en ai été. Quoi, conjecture 2 ou bien autre chose? Non, la conjecture 2, c'est des années 60. Donc, non, la formule d'Hector pour l'intersection. Ah oui, oui. Je crois que j'en ai une autre aussi. Vous abordez plusieurs branches des mathématiques. Doit-on parler des mathématiques ou de mathématiques? Pratiquement dans mon crâne, toutes ces machins-là sont liés. Ça, c'est que j'ai pris... je me souviens d'une fois, par exemple, où il y avait une question de théorie des groupes, sur les groupes profinés, un théorème vraiment délicat, que je me suis bien battu. Là. Et finalement, c'est des souvenirs de topologie qui m'ont sauvé. Je me suis rappelé qu'en topologie, il y avait des opérations de Steenrod qui n'avaient jamais été utilisées dans ce contexte-là et qui résolvaient la question. Et quand j'ai fait de la géométrie algébrique, j'utilisais des idées de topologie. Quand j'ai fait de la théorie des nombres aussi, donc c'est vraiment... j'ai jamais travaillé sur des sujets totalement... J'ai jamais changé, vous voyez, en angle droit, quoi, en quelque sorte, ou même avec un saut dans un sujet complètement différent. Non, ça a été des changements continus. Pratiquement toutes les maths sont liées entre elles. Ça, j'en connais qu'un petit bout, mais il y a une expérience stupide mais étonnante qui consiste à taper dans les endroits où il y a des rapports sur les articles, dans Mathematical Reviews, et ils ont quelque chose qui s'appelle connecter les gens. Donc on met deux noms et on regarde s'ils sont connexes. Alors, j'ai fait cette expérience avec des gens... Connecter, ça veut dire des articles en commun. Un article en commun avec un article en commun. Et j'ai fait l'expérience avec des gens que je vois dans mon labo, avec qui j'ai jamais parlé, qui font des probabilités, vraiment des trucs très loin de moi, et je m'aperçois que la distance, c'est 4, 5. Oh, 5, c'est énorme, déjà, comme distance. Oui, non, mais c'est étonnant. Hein. C'est vraiment très lié, quoi. Donc, les maths sont beaucoup plus unifiées que les autres sciences. Ça, c'est bref. Alors, évidemment, il y a une explosion du nombre de mathématiciens. Et aussi des sujets qui bourgeonnent. Les maths s'étendent, mais quand même, elles restent très, très connectées. En général, les idées mathématiques, sous une forme imprécise, peuvent s'appliquer à des tas de choses. Des tas de choses différentes. Une fois, j'avais répondu à une interview comme ça, que justement à l'époque de ma thèse, j'avais la sensation d'avoir trouvé un trousseau de clés. Simplement, je ne savais pas quelle porte mes clés ouvraient. Alors j'essayais la cohomologie sur ceci, cela. Il y a eu des choses, il y a eu des portes qui n'ont pas voulu s'ouvrir. Par exemple, la théorie des groupes finis n'a jamais accepté de s'ouvrir aux clés cohomologiques. Non, c'est pas sérieux les applications de la cohomologie en théorie des groupes finis. Mais il y a d'autres où, au contraire, la clé ouvrait différentes portes. On peut parler un petit peu du groupe Nicolas Bourbaki. Pouvez-vous nous expliquer? C'est un peu ennuyeux parce qu'on en parle de tel. Oui, effectivement, il y a deux sujets ennuyeux dans les questions sur les maths, c'est Grothendieck et Bourbaki. Je peux dire quand même quelque chose, que l'œuvre de Bourbaki a été remarquablement mal comprise par beaucoup de gens, peut-être d'ailleurs de façon un peu malhonnête. Ils se sont figurés que Bourbaki écrivait des livres sur les parties des maths qui étaient intéressantes, et que donc les parties qui n'étaient pas dans Bourbaki étaient inintéressantes. Et moi qui ai participé à Bourbaki, je sais très bien que c'est complètement faux, que le point de vue est que Bourbaki a rédigé des maths utiles
pour faire des choses intéressantes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que dans les vieilles mathématiques, par exemple, vous aviez besoin de certaines notions, les spécialistes d'un coin leur donnaient un nom, faisaient certaines choses, d'autres faisaient autre chose, et Bourbaki les mettait ensemble. Mais que les sujets traités dans Bourbaki ne sont pas des sujets de recherche, par exemple. Je me rappelle, non. Au contraire, presque, on les a fait pour les clarifier, s'en débarrasser, et ensuite on les utilise. Et c'est ce côté utilisateur qui n'a pas été compris. Il n'a pas été compris en partie parce que Bourbaki avait toujours une règle précise de jamais justifier ce qu'il fait. D'ailleurs, moi je fais pareil. Dans mes articles, je n'explique jamais que je choisis telle méthode pour faire ça. Je la choisis et point, c'est tout. Ça, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, vous ne la prenez pas. Et donc Bourbaki fait ça. Et alors évidemment, il n'a jamais pu se défendre d'avoir fait ceci ou cela. Mais pour moi, Bourbaki a joué un très grand rôle. Et le fait de rédiger avec précision n'est absolument pas un obstacle à avoir de l'imagination. C'est vraiment... Non, au contraire, ça permet de la mettre en forme. Ça permet de savoir ce qui est conjectural et ce qui est démontré, par exemple. Il y a des gens qui ne sont pas très capables de faire la différence. Mais je dois dire aussi quand même que Bourbaki m'a fait beaucoup de bien parce qu'ils m'ont recruté très tôt, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de rédiger pour Bourbaki. Et alors ça, c'est une façon formidable d'apprendre un sujet, vous voyez, de le rédiger pour Bourbaki, pour publication, mais en même temps, ça sera révisé par les autres, et puis avec énergie. Hein, les discussions Bourbaki sur les sujets, ce serait impubliable, espèce de, etc., tout ce que vous voudrez. C'est complètement idiot, cette rédaction, enfin, c'est comme ça qu'on faisait. Et ça, c'est absolument épatant. J'ai appris les systèmes de racines, par exemple, en rédigeant un chapitre sur les algèbres de Lie semi-simple. C'était ça. Donc on apprend beaucoup quand on est dans Bourbaki. D'ailleurs, les anciens membres, on voit bien que leur style de rédaction a beaucoup changé. Veil-Carton. Veil n'était pas du tout précis quand il était jeune. Et puis après qu'il a créé Bourbaki, essentiellement, après, il avait toujours une tendance à écrire des textes d'après ce qu'on avait plus haut. Plutôt que et après on se demande où c'est plus haut. Ah, il n'y a même pas les références 3, 5, non, mais ça c'est son style. Mais c'était une grande précision, ça. À partir de 1940 seulement. Mais avant 40, oui, c'était un peu fluctuant, mais c'était... Et il faisait des choses qui étaient en avance. Vous voyez, quelquefois, il y a des mathématiciens qui ont des idées et où la technique pour les écrire n'existe pas encore. Alors, en général, ils n'abandonnent pas, et ils se débrouillent, mais ça donne des choses un peu bancales. Et dans le cas de Veil, c'était sa thèse. Je ne crois pas qu'il y avait des démonstrations vraiment complètes dans la thèse de Veil. Parce que vous appelez des choses analytiques, en fait, pour oui, il se débrouillait. Mais il savait qu'il avait raison, quoi. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de votre collaboration avec Grothendieck ? Ça n'a jamais été une véritable collaboration, enfin, une espèce de collaboration. Alors, on n'a jamais eu l'idée de rédiger un article en commun. Non, c'est simplement que j'avais démarré un certain point de vue en géométrie algébrique, et lui l'a repris et l'a magnifié de façon extraordinaire, et moi j'ai eu le sentiment que c'était plus la peine que j'en fasse. Donc j'ai plus fait de géométrie algébrique pure à partir du moment où Grothendieck a commencé, mais j'en discutais avec lui. Et donc je l'ai influencé aussi un petit peu comme ça. Mais en même temps, il avait ses idées. Il avait aussi des défauts intellectuels épouvantables, mais ça...
il ne comprenait rien en dehors de ce qu'il connaissait déjà très bien, quoi. Il n'avait pas le sens, des jolies maths, par exemple, qu'avait Veil. Quand Tate a créé sa théorie des variétés rigides, les courbes elliptiques rigides, Grothendieck m'a écrit une lettre en disant oui, il a écrit ces formules-là, il aurait pu en écrire d'autres, qu'est-ce que ça veut dire? Or, c'était presque pour n'importe quel mathématicien, c'était évident que c'était magnifique. Alors 2 ans après, il avait compris. Et parce qu'il avait fait de grandes théories. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion pour Grothendieck. Qu'est-ce qu'il avait fait à partir de ça? Non, 2 ans après, il est allé à Harvard, oui. Et là, avec Tate, il a discuté avec Tate, il a aidé Tate à faire une véritable catégorie des espaces rigides analytiques. Oui, d'accord. C'est les rigides analytiques. Mais initialement, parce que c'était des formules, il était contre les formules. Non, il était, comme souvent, un esprit très original, il avait des aspects positifs et négatifs, ça. Mais quand il y a des contre-exemples dans SGA, c'est tout dû à Grothendieck, à Dieudonné, je veux dire? Non, c'était du amour en général. Non, Dieudonné ne faisait que rédiger. Non. En général, c'était moi. Parce qu'il y a quand même des contre expliquer les limites des énoncés, il y a des contre-exemples ici et là. Souvent, mais souvent, c'était dans les exposés que je donnais des contre-exemples, parce qu'il était optimiste, et alors je connaissais des contre-exemples. Lui, ne connaissait rien comme exemple de variété. Et je disais non, ça. Mais en général, je faisais des contre-exemples à ce qu'il conjecturait, mais pas à ce qu'il démontrait. Non, ses démonstrations étaient pratiquement toujours correctes. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un style complètement différent du mien et de celui de la plupart des mathématiciens. Et qui demandait une grande force presque une force physique, intellectuelle aussi, de pouvoir travailler 15 heures par jour ou davantage. Et avec un programme, lui, alors un programme très net, qui n'a pas mené à bien, mais l'essentiel a été fait quand même. Bon, vu de l'extérieur, on est quand même impressionné par la quantité de livres extrêmement bien écrits et apparemment chacun en peu de temps. Et donc, c'était la question de savoir comment ça s'était rédigé. Est-ce que ça s'est rédigé en se recueillant quelque part pendant un mois, en ne faisant que cela? Justement pas. Pratiquement tous, sauf les 2 derniers, ça a été, je fais un cours au collège, quelqu'un prend des notes, les tape à la machine, je les regarde, la plupart du temps je les fiche à la poubelle ou à peu près, mais je les retape et puis je donne à un secrétaire qui les distribuait. Et à la fin de l'année, ça fait un paquet, et ce paquet avait suffisamment d'unités pour faire un livre. Alors quelquefois en regroupant des morceaux de 2 années, par exemple cohomologie galoisienne, je pense, a été fait, ou corps locaux a été fait en 2 fois. Ah oui, mais donc, vous avez comme le côté vertueux de retaper à chaque semaine, de ne pas laisser les choses s'accumuler sur l'année. Ah oui, on essayait, c'était le modèle des séminaires Cartan et Grothendieck, où on essayait que les textes des exposés précédents soient disponibles, disons 2 ou 3 semaines après. Et on y arrivait à peu près à faire ça. Alors du coup, ça s'écrit tout seul. Donc j'ai jamais eu sauf les quelques dernières années, là où j'ai fait des livres que j'ai fait systématiquement, mais les autres, ils se sont écrits spontanément. Merveilleux. Oui. Par exemple, le cours d'arithmétique, j'avais fait des cours, voyons qu'est-ce que c'était, au normalien, alors Sansuc et puis quelqu'un d'autre avait pris des notes. Peut-être Ruger. Oui, peut-être bien Ruger et Sansuc. Marqué pour la petite histoire, Sansuc en fait n'a jamais assisté à ce cours, il a récupéré les notes de quelqu'un d'autre et il les a rédigées, parce qu'il était au ski tout le temps à ce moment-là, je crois. Et d'ailleurs, oui. C'était la première partie, la partie arithmétique. Oui, le chapitre 1, je ne l'aime pas beaucoup, mais ensuite je crois que j'ai rédigé complètement, parce que... mais c'était simplement des notes de cours. Et puis j'ai fait un autre cours ailleurs, et
Et puis un beau jour, un ami topologue m'a dit est-ce que vous pourriez me donner un livre, ceci? Et puis je me suis rendu compte que les deux parties collaient ensemble, la partie analytique et la partie formulaire, algébrique, que tout ça se faisait un machin très cohérent en fait. Mais par exemple, il y avait de grosses erreurs de formule dans la première édition. Ouf, j'ai honte. Alors oui, il y a des gens qui disent du bien de mes bouquins, et ça, c'est parce qu'ils vont chercher dedans ce qui est bien. Alors ils le trouvent. C'est-à-dire que moi, quand je les lis, je regarde ce qui est mal. Et malheureusement, je le trouve aussi. Je trouve des tas d'erreurs. Alors je les corrige d'une édition sur l'autre, quand c'est possible. Et le point de vue de l'auteur sur ces livres est vraiment différent de moi. Une faute d'impression ou une faute de démonstration, quelquefois. Faute de signe, récemment. Faute de signe, n'abordons pas ce sujet. Oui. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me demander aussi, donc, moi, j'avais pris comme thème la conjecture d'Adversmeyer. Il n'y a pas un sentiment vif pour ça, c'est très beau, ça. Non, mais il y a plusieurs questions autour de ça. Il y a la question, c'est, quelqu'un vous dirait, j'ai décidé de consacrer ma vie à démontrer ça. Je l'engueulerai. D'accord, c'est une réponse. Voilà. Oui. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas une façon de travailler, à faire des maths, je trouve. C'est très rare que ça marche, ça. Et par rapport à une conjecture comme ça, qui est quand même très belle, l'autre question, c'était à vous, mathématiciens qui avez touché à beaucoup de choses, est-ce qu'à un moment, vous avez essayé de la démontrer? Ça, je voulais répondre à cette question, parce que justement, c'était une chose que Borel m'avait apprise. Il ne m'a jamais dit explicitement, mais c'était clair que c'était sa philosophie, de ne s'attaquer à une question que si on a le sentiment que l'on détient quelque chose que les autres n'avaient pas, que si on sent qu'on a un atout. Mais que si on n'en a pas, non, ça c'est pas la peine. Je ne vais pas m'attaquer brutalement à l'hypothèse de Riemann, à Smetana, non. Mais au fond, c'est un petit bout de clé. C'est la question de clé, mais on ne demande pas d'avoir vraiment une clé. On demande au moins qu'on ait un point de vue, par exemple. Quelquefois, ça suffit, un point de vue, pour démarrer. Mais à froid, de prendre un grand sujet et de se dire je vais travailler là-dessus, pour avoir un grand prix, par exemple, je trouve ça idiot. Non, c'est pas pour le prix, c'est pas important, mais c'est parce que c'est quand même une très belle conjecture. Ah oui, oui, mais pour moi, en tout cas, c'est absolument aucune tentation de chercher ça. À la rigueur, si j'avais l'idée d'un contre-exemple possible, là peut-être que je regarderais, mais... Est-ce que vous avez une liste privée de grandes questions que vous aimeriez voir résoudre? C'est curieux, je ne mets pas les choses en termes personnels du tout. Non, je suis content quand les maths avancent, mais j'ai pas ce sentiment d'urgence de tel... Non, nous avons le temps. Mais quand même, j'ai un souvenir, il y a assez longtemps, de vous avoir vu, c'était à l'Institut Henri Poincaré, c'était au moment où il y avait l'idée qu'en mettant les choses modulaires, et peut-être qu'on arriverait à faire Fermat à un moment. Et vous étiez là au tableau, avec tous ces gens qui écoutaient, en disant il faudrait travailler dans cette direction. Donc ça, c'était quand même donner des conseils de travailler dans une certaine direction. Alors, tout ce qui est motif, représentation galloisienne, tout ça, oui, c'est un de mes thèmes favoris. Et l'expérience a montré que c'était ça qui contenait la clé, d'ailleurs, pour Fermat. Mais... Non, mais je ne sais pas, je n'ai pas ce sentiment que je serais... D'abord, si on me dit, et il y a aussi ceci, supposez que quelqu'un me dise la conjecture de Swinnerton, etc., a été démontrée. Ma première réaction serait, est-ce que la démonstration est correcte? Et jusqu'à preuve du contraire, je la considère comme incorrecte, en quelque sorte. Enfin, on n'accepte pas d'avance quelque chose comme ça.
j'attendrai que des spécialistes comme lui, par exemple, ou Birch, vérifient. Mais donc, je n'aurais pas confiance. Par exemple, il y a en ce moment-ci une conjecture assez connue dont un japonais prétend avoir une démonstration avec des centaines de pages et que personne ne peut lire, sauf une personne qui est ici d'ailleurs, qui prétend qu'elle y arrive. Et ça me fait ni chaud ni froid. J'attends tranquillement que les gens décident ça. Et s'il ne veut pas rédiger plus proprement, eh ben tant pis. On s'en passera. Donc je ne suis pas... Et alors pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que vous pensez des articles où les gens prennent une conjecture que beaucoup de gens croient et s'appuient dessus pour faire autre chose? Est-ce que vous avez des positions de principe là-dessus? Il y a des gens chez nous qui sont totalement négatifs. C'est-à-dire on n'a pas le droit de dire, supposons l'hypothèse de Riemann, alors à la poubelle. C'est idiot. Ouais, c'est complètement idiot, parce que qu'est-ce que c'est qu'un théorème de maths? Un théorème de maths, c'est en général une implication. C'est qu'on part, disons, d'un triangle rectangle et on démontre quelque chose. On peut partir de l'hypothèse de Riemann, on suppose que cette fonction n'a pas de zéro ailleurs que de et on en déduit ça. Et c'est extrêmement intéressant de faire ça. Et donc d'ailleurs, j'ai fait un article sur les motifs entièrement basé sur... oui, je sais, il y a des points d'interrogation à divers endroits. Oui. Mais voilà, c'est ça. J'ai fait un article qui est entièrement basé sur une certaine conjecture, mais tous mes énoncés contiennent un point d'interrogation pour qu'il soit clair. Parce que, vous voyez, un article de 40 pages qui est pratiquement entièrement basé sur des conjectures, où aucune des phrases n'est vraie, en quelque sorte. En particulier, énoncés, théorèmes, machin, ils sont pas démontrés. Et donc, pour faire bien attention, je les ai numérotés, disons théorème 3.14, point d'interrogation. Et il y a Et comme ça, les gens sont avertis qu'ils ne peuvent pas citer ça comme un vrai énoncé. Mais c'est un travail que j'ai fait, que je trouve très utile d'avoir dégagé. Parce qu'il s'en dégage tout un monument, presque, enfin tout un paquet très cohérent dans ça. Grande cohérence. Et il se peut que l'hypothèse à la base soit fausse, mais je pense que l'ensemble, lui, restera essentiellement vrai, même si la conjecture de Hodge est fausse, mais je ne sais pas comment. Oui, qu'est-ce que vous avez encore d'autres choses? Oui, bon, ça c'est un autre point, c'est une question d'âge que je ressens moi aussi. C'est quand quelque chose qui a été demandé pendant très longtemps, il y a enfin une démonstration. Quelle est la quantité d'énergie qu'on est prêt à mettre pour la vérifier soi-même? Vous avez dit tout à l'heure, on attend que les spécialistes vérifient. Alors, évidemment, c'est une position, mais... Oui, mais parce que vous êtes un peu plus... Heureusement, je ne me considère pas comme un spécialiste à peu près en quoi que ce soit. Donc, et puis j'ai un petit peu la flemme, tout simplement. Non, mais par exemple, je sais pas, la démonstration de Voevodsky de la conjecture de Bloch-Kato, ça c'est quelque chose qu'on a tous envie d'utiliser, enfin, un certain nombre d'entre nous utilisent, et c'est un monument, donc vérifier partout, tous les détails. Elle a été vérifiée. Elle a été essentiellement vérifiée, sauf que bon, quand quelqu'un repasse par-dessus, qu'il y a un séminaire, on trouve qu'il y a des petites erreurs. Vous parlez de Bloch-Kato pour P différent de 2. P égale 2 est considéré comme vraiment bien acquis. P égale 2, oui, P égale 2. Il a eu une médaille Fields pour ça, d'ailleurs, mais c'est pas une raison, ça. Pour P égale 2, il a eu une médaille Fields. P égale 2, ça va. Mais... Non, ça, mais il y a un test, évidemment, c'est quand il y a eu beaucoup de séminaires sur la planète où les gens l'ont lu et relu, bon, là, quand même, la chance que ça soit effectivement correct est assez grosse, quoi. J'ai fait ce genre de choses, de vérifier des démonstrations un peu difficiles, quand j'avais, disons, 25, 30, 35 ans. Mais après, je suis devenu plus flemmard. À Bourbaki, très souvent, j'ai exposé des choses. Mais quand même pas aussi difficile que ça. Oui. Il y a des sujets de maths où si vous voulez vraiment vérifier la démonstration, par exemple, il y a eu un grand théorème où le texte prenait 300 pages, mais très dense, et visiblement, il fallait compter, disons, 2 ans peut-être, où on ne ferait que ça, vous voyez, pour vérifier que c'était vrai. Et ça, je n'ai pas fait ça.
C'est quoi, la résolution des singularités? Non. Ah non? Non, les groupes d'ordre impair sont résolubles. Ah, d'accord. Oui. Je pensais non, ça c'était beaucoup plus facile. Oui. C'était un article de 100 ou 150 pages, mais en plus très bien rédigé, coupé en bouts, et je crois qu'il n'y avait pas de difficulté réelle pour le vérifier. Ça n'a jamais posé de problème. Et à l'heure actuelle, un des grands théorèmes de maths, lui, dépend de plusieurs milliers de pages et qui n'ont pas été encore entièrement publiés. Et ça, c'est une autre question. Ça, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on n'en sortirait pas. Moi, j'aimerais simplement terminer. Tout à l'heure, vous parliez de la beauté des mathématiques. Pourquoi on pourrait parler de mathématiques belles et d'autres qui seraient moins belles? C'est quoi la beauté des mathématiques? Il y a des cas évidents. Je me rappelle quand la première fois que j'ai vu e puissance ix égale cosinus x plus i sinus x, ça vous fait un effet. En même temps, des choses compliquées, d'énoncés compliqués peuvent être belles. Par exemple, cette classification des groupes qui prend plus des milliers de pages, le résultat final est d'une force énorme. Ça, on en a déduit des tas de choses de ça. C'est d'ailleurs très embêtant qu'il n'y ait pas de démonstration plus courte, mais c'est pas qu'on voit que des mathématiques sont belles. On peut voir souvent qu'elles ne le sont pas. Ça c'est pas très difficile. Par exemple, vous avez l'impression que l'auteur a mis un certain nombre de conditions un peu artificielles et puis il a obtenu un résultat tout à fait indifférent. Mais ça fait un article parce que c'est vrai. C'est une application, comme vous avez expliqué. On va de A à B. Oui, mais on peut admirer certaines applications de A à B différemment. Il y en a au contraire où l'énoncé est... Bon, peut-être c'est difficile de dire. Critères de beauté, on a le sentiment que... c'est partagé entre l'idée que le résultat doit avoir un certain caractère définitif quand même, pas un résultat provisoire. Mais en même temps, les beaux résultats sont ceux qui ouvrent des horizons pour d'autres choses. Oui. Quand même, souvent, quand un théorème a un énoncé assez court, c'est déjà un bon début. Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai cité la classification des groupes simples, parce que ça n'a pas un énoncé court. Et peut-être que ça ne répond pas au qualificatif de beau, mais en tout cas, si, c'est quand même un résultat extraordinaire. Non, ce qui est beau, c'est en général quand ça ouvre des choses. Là, on n'a aucun doute. Mais ça peut être une méthode. Ou bien quand ça résout un très vieux problème, quand même. Il faut quand même saluer. Ou bien quand ça éclaire des choses qui viennent... Il faut saluer, parce que je me souviens de ces commentaires de plusieurs personnes à propos du théorème de Fermat, disant, mais on s'en moque du théorème de Fermat, cet énoncé ne permet de rien démontrer. Mais moi, j'étais d'accord avec ça, d'ailleurs. Vous étiez d'accord avec ça, moi. J'étais d'accord avec ça. Je me suis intéressé à Fermat que quand j'ai vu... que par cette fameuse construction, que s'il était faux, alors là, ça démolissait la théorie des... Oui, d'accord, mais... Ça démolissait quelque chose de beau, par contre. Eux disaient, par exemple, le fait qu'on résolve un très vieux problème, c'est quand même magnifique. Oui, ça sert, pas vraiment, non. Il y a des énoncés comme ça où... Non, je ne suis pas entièrement d'accord. Mais par contre, démontrer que toutes les courbes elliptiques sur Q proviennent de formes modulaires, c'est magnifique, mais parce qu'aussi c'est un cas particulier d'une grande philosophie générale qui fait partie des choses que les gens vont faire dans les 50 ans qui viennent, quoi. Ils en ont fait des bouts, mais... La philosophie de Langlands, et j'ai le sentiment que ça s'accélère, la philosophie de Langlands. Peut-être que nous n'aurons pas à attendre 50 ans, peut-être. Non.
Donc c'est pas de la beauté au sens esthétique ou qui procurerait Oui, une mais émotion. Ah si, ça peut arriver pour une démonstration quand même. Ah oui, une oui, démonstration oui, bien vue, bien sûr. quand même, et Ça assez procure courte, ça une peut être très émotion. beau. Ça. Oh non, bien entendu. Voilà. Mais les maths procurent beaucoup d'émotions. Ça, c'est pas... Oui, mais même dans des choses élémentaires, la satisfaction quand on a mis au point quelque chose, c'est pas une grande émotion, mais c'est quand même du côté émotif que ça se passe, le plaisir d'avoir clarifié quelque chose. Bon, alors maintenant, je comprends pourquoi mes livres ont disparu de la bibliothèque. J'ai l'impression que vous les avez piqués. D'avoir publié mes œuvres, c'est très très pratique pour moi, parce que moi je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce qui est vrai et faux. En général, il n'y a pas grand-chose de faux. Je sais où c'est, donc c'est épatant. Bon, bah écoutez, bonne chance, parce que pour en tirer quelque chose, ce sera peut-être pas si facile. Et au moins, je vous ai dit ce que je pensais, en tout cas.